Et c'est donc reparti pour ce 7e cours d'économie de l'assurance. Alors la semaine dernière, enfin, lors du dernier cours, tout du moins, nous avions évoqué le problème des asymétries d'information, et en particulier le cas où l'assureur ne sait pas distinguer les bons des mauvais risques. Sous l'hypothèse qu'en fait il connaissait les distributions de probabilité des risques et les préférences des consommateurs. Alors, donc il ne sait pas reconnaître les bons et les mauvais risques, mais il sait qu'il y a des bons risques et des mauvais risques, et il connaît très précisément les distributions de probabilité des sinistres, des bons et des mauvais risques. Et donc dans ce cas-là, sous réserve qu'il n'y ait pas trop de bons risques, alors on peut proposer deux contrats qui correspondent à un équilibre séparateur. C'est-à-dire qu'il y a un contrat d'assurance complète pour les mauvais risques, mais à un prix élevé qui ne satisfait donc pas les bons risques, et un contrat de couverture partielle pour les bons risques, qui ne satisfait pas les mauvais risques, puisque ça ne couvre pas assez. Et donc, de fait, c'est un équilibre séparateur, puisque chaque catégorie d'assurés va choisir le contrat qui est optimal pour lui et qui est rentable pour l'assureur. Donc, si on essaye un contrat qui satisfait, enfin, qui couvre tout le monde au prix moyen, on a un problème d'anti-sélection qui fait que l'assureur perd de l'argent. Et donc, il n'est pas en mesure d'honorer les garanties qui sont promises dans le contrat. Donc, de fait, sous réserve que l'assureur connaisse les distributions de probabilité et qu'il n'y ait pas trop de bons risques, l'assureur peut proposer des contrats d'assurance optimaux. Est-ce que c'est réaliste? Ça dépend, d'accord, mais en tout cas, théoriquement, c'est chouette. Si une des deux conditions n'est pas réunie, c'est-à-dire soit qu'on ne connaisse pas les distributions de probabilité, soit qu'il y ait trop de bons risques, alors on a un échec de marché, d'accord? C'est-à-dire que s'il y a trop de bons risques, ce qui se passe, c'est que les assureurs vont écrémer, c'est-à-dire proposer des contrats qui vont intéresser les bons risques et pas les mauvais. Et donc les mauvais risques vont se retrouver sans assurance, donc il faudra imaginer un dispositif qui permet aux mauvais risques de s'assurer. Et si les probas sont mal connus, alors on va avoir des problèmes de mauvaise tarification, et l'assureur ne pourra pas honorer ses engagements, et donc on risque d'avoir des problèmes d'échec de marché indirect, c'est-à-dire que de fait les assureurs vont proposer des contrats, mais ils ne seront pas ensuite en mesure de l'utiliser. Alors la réponse possible à l'échec de marché, c'est soit de proposer une assurance obligatoire, auquel cas il n'y a plus d'écrémage possible, soit de proposer un tarif plancher, c'est ce qu'on fait avec, par exemple, le bureau central de tarification, ou c'est ce que, pardon, quand je dis assurance obligatoire, en fait, il faut assortir ça soit d'un tarif qui est le même pour tout le monde, soit de... Enfin, ça pose le problème alors qu'on risque d'avoir quand même de l'écrémage. Donc, en plus de l'assurance obligatoire, on a un bureau central de tarification, comme c'est le cas de l'assurance automobile en France, ou alors on propose un tarif plancher pour éviter que les assureurs ne proposent des contrats à perte. C'est le cas par exemple dans la vente de rentes viagères, où on a vu qu'en fait, il y avait une table de mortalité légale qui empêche les assureurs d'essayer d'écrémer les meilleurs risques vie en proposant des contrats d'assurance de rentes viagères. Parce qu'implicitement, le sujet qu'on a avec la vente de rentes viagères, c'est que vous faites subir des examens à des gens, vous vous rendez compte qu'ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne se droguent pas, ils font du sport, ils ont les bons gènes. En gros, c'est tout bon. Enfin, c'est tout bon. En gros, il ne faut pas les souscrire, parce que ceux-là, ils vont vivre longtemps. Donc puisque les mauvais risques en rente viagère, c'est les gens qui vivent longtemps. Donc concrètement, pour éviter que vous n'attiriez les alcooliques et les gens un peu fatigués avec des tarifs alléchants, ce qu'on fait, c'est qu'on exige que vous provisionniez quelque chose qui correspond à la vie moyenne, de sorte qu'on évite l'instauration de subventions chroniques. Bon, tout ça pour dire que quand il y a des échecs de marché, il faut de la régulation. Ça pose le problème de l'arbitrage réglementaire entre la banque et l'assurance, puisque si on a d'un côté une réglementation en banque et de l'autre côté une réglementation dans l'assurance, il faut évidemment que ces réglementations soient compatibles pour éviter que les banquiers n'aillent loger dans les compagnies d'assurance les risques qui sont en quelque sorte fortement pénalisés par la réglementation prudentielle des banques, et inversement. Alors, vous savez, ça vous devez commencer à connaître, que chez les banquiers, il y a un machin qui s'appelle BAL 1, 2, 3, et puis on est à 3,5, 4 pour certains, enfin 3,5, et que l'essentiel de la réglementation prudentielle des banques, c'est qu'on exige des provisions en capital qui sont fonction d'actifs. Donc, une des tentations possibles pour les banquiers, ça pourrait être de faire porter par les assureurs les actifs qui sont porteurs, qui commandent les provisions en capital les plus importantes. En
particulier, ce serait le cas si les normes prudentielles des assureurs n'exigent pas de provision en capital pour ces actifs-là. Or, on avait commencé à parler de la réglementation prudentielle des assurances, et ce qu'on voit, c'est que jusqu'au 31 décembre 2015, la réglementation prudentielle des assurances dans l'Union européenne, c'était quoi? C'était en fait que les assureurs devaient avoir des fonds propres qui étaient proportionnés à leurs risques globaux, et que ces risques, ils étaient calculés comment? Ils étaient calculés en fait soit par rapport aux primes, soit par rapport aux indemnisations des sinistres. Donc la première méthode, c'était la méthode de calcul par rapport aux primes. Concrètement, si pour un assureur qui émettait moins de 61 300 000 € de primes, eh bien, le montant de fonds propres qu'il devait avoir, c'était 18% du montant des primes, fois le max de 0,5 et de charge de sinistre net sur charge pour sinistre net sur charge pour sinistre brut. Et s'ils émettaient plus de 61,3 millions d'euros de primes, alors le montant des fonds propres réglementaires dont ils devaient disposer, c'était 16% des primes, plus 1 226 000 euros, fois le max du ratio charge de sinistre net sur charge pour sinistre brut, et de 0,5. Bon, concrètement, c'est juste pour vous dire quoi? C'est juste pour vous dire qu'en fait, bien qu'il y ait deux méthodes, la première méthode fait dépendre le montant des provisions en capitaux réglementaires, le montant des fonds propres exigibles minimaux du niveau des primes émises. La seconde méthode fait dépendre ce montant de capitaux réglementaires déduit par les compagnies d'assurance de la charge moyenne annuelle pour sinistre, d'accord? C'est-à-dire donc que, en fait, le montant des capitaux réglementaires, il dépend du règlement moyen de sinistre réalisé au cours des 3 derniers exercices. Pourquoi c'est intéressant? D'abord parce que c'est toujours intéressant de mettre des formules absurdes dans les cours. Ça fait sérieux? Non, c'est pas ça du tout le sujet. Le sujet, c'est simplement que vous regardiez la première méthode ou la deuxième méthode. Voilà. En fait, vous voyez que le montant de la méthode des sinistres donne des provisions aux capitaux réglementaires supérieures à la méthode des primes si le ratio sinistre sur prime est inférieur à 0,69. Ou inversement, la méthode des sinistres donne des capitaux réglementaires supérieurs à la méthode des primes si le ratio sinistre sur prime est supérieur à 0,69. Bon, ça, en fait, on s'en fiche parce que d'abord, c'est plus le cas, mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, jusqu'au 31 décembre 2015, les fonds propres que les compagnies d'assurance devaient détenir étaient uniquement une fonction, soit du montant des primes qu'elles souscrivaient tous les ans, soit du montant des sinistres, des indemnisations des sinistres qu'elles avaient payées au cours des 3 dernières années. Il n'y avait donc aucune référence à l'actif des compagnies d'assurance. Donc vous comprenez pourquoi il y avait un risque d'arbitrage réglementaire. C'était tout simplement que, puisque les compagnies d'assurance n'avaient aucune obligation de capitaux réglementaires en fonction de leur actif, eh bien, dans un conglomérat financier dans lequel il y avait une banque et une compagnie d'assurance, si des actifs portés par la banque commandaient des provisions en capitaux très élevées dans le schéma de Bâle 3, une des astuces possibles, c'était non pas de revendre cet actif sur le marché, parce qu'on aurait eu une perte forte, puisqu'en fait, toutes les banques avaient la même difficulté pour porter le même actif, sauf s'il y avait des modèles internes très bien faits. Une des possibilités, ça aurait été de refiler l'actif à la compagnie d'assurance du groupe, qui, n'ayant pas de capitaux réglementaires fonction de ce qu'elle avait à l'actif, pouvait porter des risques qui étaient coûteux à porter en fonds propres dans un cadre bancaire, mais qui n'étaient pas coûteux dans un cadre assurantiel. Donc vous comprenez pourquoi il y a une question d'arbitrage réglementaire avec l'ancienne méthode de calcul des fonds propres exigibles pour les assureurs. Donc, puisque dans un bilan bâlois, comme vous le savez, vos fonds propres, ils sont fonction de ce que vous avez à l'actif, alors que on vient d'expliquer que dans l'ancienne méthode de calcul des fonds propres exigibles pour les compagnies d'assurance, qui était la méthode qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, bon, en fait, comme ça a commencé au 1er janvier 2016, la nouvelle méthode, évidemment, ça avait été anticipé par les compagnies. Mais en tout cas, dans l'ancienne méthode, il n'y avait pas de provision pour risque d'actif. Il y avait toute une série de conditions sur l'actif. Concrètement, vous étiez obligé de diversifier votre actif. Il
il y avait des classes d'actifs que vous ne pouviez pas avoir, etc. Mais, en gros, il était possible, concrètement, que dans un groupe où il y avait une banque et une compagnie d'assurance, la banque puisse vouloir refourguer son risque à l'assureur. Bon, là, je suis en train de vous raconter Val, mais vous devez connaître tout ça. Donc, je vais passer Val et expliquer que. Alors, pourquoi c'était un problème? D'une part, parce que BAL 3 a commencé à devenir relativement compliqué et relativement coûteux, en particulier pour les grandes banques, mais aussi parce que, pour le coup, les États-Unis ont bougé depuis les années 90, et en fait, depuis les années 90, en partie à cause de l'article d'Allen Again, que j'avais cité la dernière fois, qui montrait qu'il y avait un arbitrage réglementaire potentiel entre la banque et l'assurance, eh bien, les Américains ont adopté une réglementation qui fixe des niveaux de fonds propres pour les compagnies, qu'ils appellent le risk-based capital, et qui consiste donc à imposer des fonds propres qui soient en fonction des risques qui sont portés par les compagnies, et pas seulement du montant des primes ou du montant des indemnisations, comme c'est le cas pour les compagnies d'assurance en Europe, jusqu'au 31 décembre 2015. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de risk-based capital? Alors là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pratiquement un résultat de... Enfin, si vous voulez, il y a une co-construction de la réglementation aux États-Unis qui s'est produite de la manière suivante. La National Association of Insurance Commissioners, qui est donc l'association du secteur de l'assurance aux États-Unis, qui comporte à la fois les compagnies, les porteurs de risques, on va dire les compagnies, les mutuelles, les reciprocals, qui sont en gros des coopératives d'assurance, mais aussi les brokers, les courtiers. Tout le monde est dans la même association. Alors qu'en France, vous le savez peut-être, on a d'un côté la Fédération française des assurances, qui comporte maintenant et les assureurs et les mutualistes, enfin pas tous les mutualistes, parce que les mutualistes 45 sont dans la mutualité française, et puis on a des associations de courtiers et des associations d'agents, qui sont en dehors de la Fédération française des assurances. Donc de fait, en France, il n'y a pas qu'un seul interlocuteur. Aux États-Unis, il n'y en a qu'un seul. Et cette National Association of Insurance Commissioners a mis en place un groupe de travail sur qu'est-ce que ce serait une bonne régulation des assurances qui permettrait de s'assurer que, justement, les assureurs seraient solvables, de sorte qu'ils paieraient effectivement les engagements qu'ils prenaient en signant des contrats. Alors je précise quand même qu'aux États-Unis, c'est plus un problème qu'en France en particulier, parce qu'aux États-Unis, il y a des assureurs qui font faillite, donc ce n'est pas une régulation virtuelle. Et donc cette consultation organisée par l'association professionnelle a donné une formule qu'on va appeler la risk-based capital formula, et cette formule, elle a donc été produite en 1993. Ensuite, de quoi l'Amérique a proposé aux États américains, puisque je vous rappelle que la réglementation des assurances, c'est du ressort des États, elle a proposé aux États de mettre la formule dans le droit, de faire une loi qui instaurerait le caractère obligatoire à cette formule pour lequel elle s'engageait. Concrètement, comment fonctionne cette formule? Ben, en fait, il y a des modèles de capitaux réglementaires qui fonctionnent par branche. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un modèle pour Property Casualty Company, pour les assurances de dommages, il y a un modèle pour le Health Organization, pour les assurances de santé, et il y a un modèle pour les Life Insurance Companies. Et en fait, pour chacune de ces branches, qu'est-ce qu'on a? Ben, on va avoir une série de risques qui vont être repérés. Donc, un risque d'actif. Concrètement, c'est le risque que l'actif de la compagnie se valorise. En particulier, les participations de la compagnie, donc les participations dans les filiales, par exemple. Ça, c'est le premier niveau de risque. Le deuxième niveau de risque, c'est justement les autres risques d'actifs que les risques de participation dans les filiales. Alors, pourquoi les risques de participation dans les filiales, c'est particulièrement important? Parce qu'aux US, comme on a une régulation État par État, ce qui se passe, c'est qu'on a des groupes d'assurance qui sont enregistrés essentiellement à New York, bien sûr, et qui ont, puisque c'est le gros État pour l'assurance, en particulier les systémiques américains, que sont MetLife et AIG et Prudential Financial, sont enregistrés à New York et régulés par la Fed de New York. Donc le Fed de New York a un caractère particulier. Mais pourquoi il a un caractère particulier? Parce que justement, les assureurs, ces trois gros assureurs new-yorkais, plus d'autres, ont une activité dans tout le pays. Et les entreprises qui sont actives dans le reste du pays, ce sont des filiales de la holding qui est new-yorkaise. Donc, de fait, la question des filiales, elle est centrale,
puisque dès lors que vous avez un assureur qui est actif dans plusieurs États aux États-Unis, il va être en général actif, enregistré sous la forme d'une holding d'assurance dans un État qui a des filiales dans d'autres États. Donc la question des participations, c'est une question centrale. D'autant que, par exemple, toutes les entreprises ne sont pas new-yorkaises. Si encore toutes les entreprises si toutes les holdings étaient new-yorkaises, finalement, cette question du risque d'actifs lié à la participation dans les filiales, elle se poserait qu'à New York. Qu'est-ce que vous connaissez comme entreprise de réassurance qui est basée à Omaha? Un petit effort, Warren Buffett, je m'en entendu parler. Bon, Warren Buffett, donc, le sage d'Omaha, il a une compagnie de réassurance qui s'appelle Berkshire Hathaway et qui est basée à Omaha. Et donc, étant basée à Omaha, elle a des filiales dans tous les États. Et donc, pareil, le premier problème, c'est le haut de bilan, d'ailleurs qui en comptabilité américaine est en bas du bilan, peu importe, ce sont les participations dans les filiales. Donc, risque numéro 1, les participations dans les filiales. Il faut mettre du capital en face, parce que concrètement, si vous vous engagez à réassurer vos filiales, il faut quand même qu'il y ait des capitaux réglementaires qui soient mis en face, d'accord? Parce que sinon, vous risquez de ne pas pouvoir honorer vos engagements que vous avez pris vis-à-vis des clients dans l'État. Si vous êtes engagé d'abord à indemniser les clients des filiales, vous n'allez pas pouvoir honorer vos engagements dans l'État. Deuxième type de provision en face d'un deuxième type de risque, c'est les autres types de risques d'actifs. Concrètement, à l'actif, vous avez des obligations émises par le souverain américain et il se trouve que le souverain américain monte ses taux parce que la Fed monte ses taux. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre actif doit baisser. Et donc si votre actif baisse, mécaniquement, vous faut le prendre baisse. Donc il faut quand même prévoir ça aussi. Donc il y a un risque d'actif. Troisièmement, vous avez un vrai risque d'assurance ou un risque de souscription, qui est donc le risque que quoi? Bah, qu'en fait votre client est un risque plus élevé que la prime que vous lui avez fait payer. Bon, donc ce risque de souscription, c'est le vrai risque d'assurance, un risque purement assurantiel, on va dire. Et puis après, vous avez des business risks, qu'on va appeler des risques opérationnels, si vous voulez, et plus un risque de taux particulier dans le cas des assureurs vie, qui n'est pas le même risque de taux que le risque d'actif. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, les assureurs vie, ils ont un risque de taux qui est particulier, dans la mesure où le risque de taux, il joue aussi sur le passif. Et donc, en particulier, vous vous souvenez, ils n'ont pas la même duration à l'actif et au passif, parce qu'en général, le passif d'un assureur vie a une duration plus élevée que l'actif, ce qui signifie donc que le passif est plus sensible au risque de taux que l'actif. Et donc, quand les taux montent, en général, les assureurs vie sont bénéficiaires, parce que si l'actif se dévalorise, le passif se dévalorise encore plus vite. Mais en revanche, quand les taux baissent, les assureurs vie ont un problème, parce que la valeur du passif augmente plus vite que la valeur de l'actif. Donc ça, c'est un risque spécifique des assureurs vie. Et donc, il y a un risque de taux au passif pour les assureurs vie qu'il n'y a pas pour les assureurs property casualty et pour les assureurs santé. Bon, donc, l'idée du risk-based capital, c'est d'abord de faire un inventaire des risques, comme on fait toujours quand on fait du risk management, on commence par faire une cartographie des risques. Et la cartographie des risques fait apparaître 4 types de risques pour les assureurs property casualty et santé, et 5 types de risques pour les assureurs vie. Et donc ensuite, on a une formule qui consiste qui en gros donne une exigence en capital réglementaire qui est une fonction de chacun des risques qui sont mesurés avec des coefficients de corrélation, d'accord. Ce qui fait donc quoi, qu'on voit que en fait, les capitaux réglementaires nécessaires, c'est une somme de capitaux partiels qui sont nécessaires pour provisionner chaque risque. En particulier, on voit qu'on fait la racine carrée d'une somme des carrés de certains risques, ce qui indique que quoi, qu'il y a en fait une covariance qui est limitée entre la plupart des risques, sauf que si on sort complètement R0 de la formule, c'est pour indiquer que R0, il n'a pas de covariance avec les autres risques, et donc les risques qui sont liés à vos filiales ne peuvent pas être compensés par les autres risques, alors que entre les autres risques, il doit y avoir une covariance limitée, ce qui fait qu'on prend la racine de la somme. Bon, parce qu'en gros, vous savez que il y a des propriétés statistiques évidentes de la variance d'une somme de variables aléatoires quand il n'y a pas de la covariance entre les variables. Bon, bref, alors concrètement, cette formule, comment est-ce qu'elle fonctionne? Si on prend les provisions de capitaux réglementaires qui sont exigibles quand on a des filiales, c'est quoi? C'est 1% des montants hors bilan qui apparaissent dans les états fiscaux, en particulier pour la garantie des filiales, dans les filiales si elles sont dans les autres états américains.
Donc concrètement, vous avez du hors-bilan, c'est-à-dire vous avez des obligations de refinancement de vos filiales au cas où vos filiales auraient des problèmes dans un autre État américain. Ben on vous demande d'avoir des capitaux réglementaires qui sont égaux à 1% du montant de ces garanties hors bilan si la filiale est enregistrée dans un État américain. Concrètement, vous avez un traité de réassurance avec votre filiale de l'Alaska qui dit que vous pouvez payer jusqu'à 2 milliards à la filiale alaskaise. Ben, il faut provisionner 1% de 2 milliards, c'est-à-dire 1 million. Vous faites le même traité avec votre filiale française, il faut provisionner 50%. Pourquoi? Parce qu'on considère que le régulateur alaskais il est bon et on considère que le régulateur français il n'est pas bon. Voilà. Bon, et puis ainsi de suite, d'accord? C'est-à-dire que pour les instruments à taux fixe, vous avez un pourcentage de la valeur de l'instrument qui dépend de la notation de l'instrument par une des Nationally Recognized Rating Agency, d'accord? Donc, puisque vous savez que, en fait, c'est la loi américaine qui indique qu'il y a des agences de notation qui sont autorisés pour fournir des notations légales. C'est-à-dire qu'en gros, vous choisissez une des 10 agences de notation qui est NRSRO et vous suivez les ratings de cette agence et c'est comme ça que vous savez combien de provisions en capital il faut. Concrètement, si vous avez dans votre actif des titres qui sont AAA, eh bien, il faut que vous provisionner 0,3% de la valeur de marché de vos titres AAA dans vos fonds propres. Si vous avez des titres qui sont BB, par exemple, c'est-à-dire pas investment grade, ben, il faut que vous ayez 2% de la valeur de marché de ces titres dans vos fonds propres, bon, etc. Je ne vais pas faire le détail, mais vous voyez que concrètement, la risk-based formula, c'est quelque chose qui ressemble à l'approche standard de Bâle. Concrètement, on vous dit combien il faut que vous ayez de fonds propres en fonction de ce que vous avez à l'actif, pour l'essentiel. Quand je dis approche standard, c'est parce que vous savez qu'il y a aussi une approche avancée, dans laquelle vous fabriquez soit un modèle d'évaluation des risques basique, soit un modèle interne qui va ensuite être approuvé par le contrôleur. Au contraire, l'approche de base, c'est que vous avez en fait des coefficients qui dépendent de votre activité sur chacune des lignes métiers, d'accord, puisque c'est pas il y a des coefficients pour, je sais pas quoi, l'activité correspondante au banking, il y a des coefficients pour les prêts, etc. Bon, ben là, en fait, risk-based capital, c'est la même chose. À ceci près qu'il y a un truc amusant. Il y a un truc amusant que les Européens ont pas retenu, c'est en fait que la calibration, enfin en français on va dire le calibrage du risk-based capital, il est rigolo, c'est-à-dire que l'exigence de capital réglementaire, c'est pas 100% du ratio, enfin c'est pas 100% du nombre qui est fourni par la formule, c'est 200%. Pourquoi? Ben, comme ça permet à des compagnies qui ont que 150% du ratio d'apparaître quand même comme étant en excellente santé, alors que techniquement le pourcentage qui est exigible par le contrôleur, c'est 200%. Mais l'avantage de dire il faut que vous ayez 200% du nombre qui est fourni par la formule, c'est que ça permet, enfin, sauf si vraiment les compagnies ne sont pas du tout assez capitalisées, si elles sont en dessous de 100%, ça permet de dire que toutes les compagnies ont un ratio supérieur à 100%. Alors que si on fait comme font les Européens ils calculent un montant de capital nécessaire et il faut avoir au moins 100% du ratio. Ce qui veut dire que dès qu'on est en dessous de 100%, il apparaît qu'on n'a pas assez de capital par rapport à la formule. Si on dit qu'il faut avoir 200%, bien sûr que les initiés savent que l'exigence c'est 200%. Mais les gens qui ne connaissent rien, ils disent une compagnie qui a 180%, ils disent bah, regardez, à 180% c'est bien. Sauf que 180%, ça veut dire en fait 90% de ce qu'il faut avoir. C'est 180% du nombre qui est fourni par la formule, mais c'est 90% de ce qu'il faudrait avoir. Donc il y a un côté quand même assez marketing dans la risk-based capital formula. Alors, en fait, en plus donc, de fournir un montant de capital réglementaire exigible, la formule, elle est assortie de préconisations aux contrôleurs, et c'est en général sous cette forme que ça a été voté par les États. C'est-à-dire que, en fait, tant que les firmes sont au-dessus de 150%, bon, il n'y a pas de problème. À partir du moment où la firme atteint seulement 150% de la provision de capital réglementaire qui est prescrite par la formule, alors elle doit présenter au régulateur, enfin au contrôleur, un plan de retour à 200%. Et à ce moment-là, le régulateur est en droit d'agir. Et agir comment? En particulier en restreignant la capacité de la firme à prendre de nouvelles affaires. C'est-à-dire qu'en particulier, il peut non pas retirer l'agrément, mais interdire à la firme de souscrire de nouveaux contrats
tant qu'elle ne sera pas retournée à 200% à un niveau de capital réglementaire égal à 200% du nombre qui est prescrit par la formule dont on vient de parler. Bon. Si maintenant le niveau des capitaux réglementaires tombe en dessous de 100% du montant qui est prescrit par la formule, eh bien le régulateur, le contrôleur, peut prendre le contrôle de la firme directement. Alors, il n'y a pas d'obligation pour le contrôleur de le faire, mais il peut prendre le contrôle de la firme, c'est qu'il peut évincer la direction et prendre des décisions d'administration de la firme, d'accord, y compris dans un point. Bon, et si maintenant on est en dessous de 70% du montant de capitaux qui est prescrit par la formule, le régulateur a l'obligation de prendre le contrôle, soit pour liquider, soit pour recapitaliser, c'est-à-dire trouver un repreneur qui sait recapitaliser. Donc de fait, il y a à la fois, dans le risk-based capital, il y a à la fois donc, une formule qui prescrit combien il faut de capitaux réglementaires et un mode d'emploi qui explique comment le contrôleur doit faire usage de la formule. Bon, alors, en Europe, pendant ce temps-là quoi, ben, on a vu quand même qu'on avait, jusqu'en 2015, en fait, un fonctionnement qui consistait à prescrire un montant de capital réglementaire, un montant de fonds propres obligatoires pour les compagnies d'assurance, qui dépendait uniquement du montant des primes qu'elles émettaient ou bien du montant des indemnisations qu'elles faisaient. Dans un contexte de mondialisation des activités d'assurance, où il y a des groupes d'assurance qui s'internationalisent, en particulier parce qu'il y a des fusions-acquisitions, dans un contexte d'intégration de la banque et de l'assurance au sein de conglomérats d'une part et via l'activité de banque assurance d'autre part, dans un concept de financiarisation du secteur qu'on vient d'illustrer par les questions d'actualité, où on voit que eh bien, en fait, les groupes d'assurance peuvent être amenés à acheter ou à céder les risques directement sur les marchés via des titres, enfin, via des opérations de titrisation. Dans un contexte de montée de nouveaux risques qui ne sont pas forcément bien appréciés dans le schéma solvabilité, puisqu'en fait il n'y a pas d'instrument de mesure de ces risques, que sont les risques terroristes, le risque climatique, le risque cyber, etc. Dans un contexte de développement des modèles mathématiques qui deviennent de plus en plus compliqués et qui surtout, normalement, sont capables de permettre une tarification optimale, si à côté de ça, solvabilité 2 n'évolue pas, bah, ça ne permet pas aux entreprises qui font un investissement dans l'actuariat de profiter de ce qui devrait être un avantage concurrentiel. Bon bref, en gros, solvabilité, ça ne marche plus. L'ancien solvabilité qui prescrivait des montants de capitaux réglementaires de mentionner uniquement au montant des primes ou des indemnisations. Pourquoi ça ne marche plus? Parce qu'en fait, la formule solvabilité 1, elle est absolument pas sensible au risque, d'accord. Elle est sensible qu'à l'aspect vente de prix ou indemnisation. Donc on aimerait qu'il puisse y avoir, comme dans le risk-based capital, un élément de sensibilité au risque dans le cadre réglementaire qui prescrit aux assureurs combien ils doivent avoir de fonds propres. Justement, ces fonds propres soient proportionnés aux risques qui sont effectivement pris par les assureurs, comme dans le cadre réglementaire des banques, les fonds propres, les exigences réglementaires de fonds propres sont sensibles aux fonds propres qui sont effectivement, aux risques qui sont effectivement pris par les établissements bancaires. Bon, d'où vient solvabilité 2 qui, là, se propose d'évaluer concrètement les risques auxquels font face les assureurs. Et cette fois-ci, au lieu qu'il y ait trois formules qui sont relatives aux trois branches, comme on a des groupes d'assurance qui peuvent être des groupes d'assurance mixtes qui font à la fois de la vie, des dommages et de la santé, ben en fait, dans solvabilité, on a en gros une prise en compte de tous les risques potentiels qui peuvent émailler l'activité d'un assureur. Et donc ça, c'est la cartographie des risques telle qu'elle ressort dans solvabilité, de ce qu'on va appeler la formule standard. C'est-à-dire que, en fait, la formule standard de solvabilité, ça peut ressembler à la formule standard de Bâle, parce que vous savez qu'en gros, il y a une formule standard de Bâle dont on vient de parler, c'est-à-dire que dans le schéma bâlois, il y a, pour toute une série de catégories de risques, il y a des ratios qui vous prescrivent combien vous devez avoir de fonds propres en fonction de votre chiffre d'affaires, vous avez un montant de fonds propres, risque opérationnel, etc. La différence considérable entre solvabilité et Bâle, c'est que la méthode standard de Bâle, c'est qu'en gros, on a des coefficients qui s'appliquent soit à votre actif, soit à votre produit net bancaire.
Vous faites tant de promenades bancaires en correspondant banking, le ratio c'est 12%, donc il faut que le fonds propre ce soit 12% du promenade bancaire que vous dégagez de l'activité correspondant banking. Bon, ça, l'idée 2, c'est pas juste un pourcentage des flux ou un pourcentage des actifs, c'est qu'en fait, chacun des risques qu'il y a dans cette espèce de tableau immense, vous devez en faire une modélisation mathématique stochastique, vous devez être capable d'avoir la distribution de probabilité des risques pour chacun de ces items, et vous allez prendre un montant de fonds propre qui va être égal à la valeur de risque de la variable aléatoire correspondante. Je m'explique. Par exemple, vous devez être capable de mesurer le risque de longévité, qui n'intéresse évidemment que les assureurs-vie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement mesurer le risque de longévité? Le risque de longévité, c'est le risque, tout simplement, que l'étape de mortalité que vous utilisez ne correspond pas à la longévité réelle des clients que vous avez en assurant, à qui vous avez vendu des anti-AGR. Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'étape de mortalité qu'on fait, c'est sur la base, sur les observations statistiques qu'on a, c'est les gens qui sont déjà morts. Alors, les gens qui sont déjà morts, si vous leur souscrivez des assurances vie, ça ne vous coûtera rien. Déjà, ça ne vous coûtera évidemment rien. Mais le problème, c'est que les gens qui sont encore vivants, on a de bonnes chances de penser qu'ils ne mourront pas exactement de la même manière que les gens qui sont déjà morts. Pourquoi? Parce que si vous regardez ce qui s'est passé au cours des 200 dernières années, il s'est passé que l'espérance de vie augmente. L'espérance de vie augmente parce que le progrès est hygiénique pour la médecine. Bon, et puis vous savez quand même que depuis 4 ans aux États-Unis, l'espérance de vie diminue. C'est une bonne nouvelle pour les assureurs qui vendent des viagères. C'est un peu une moins bonne nouvelle pour les gens qui meurent. Mais l'espérance de vie diminue aux États-Unis essentiellement à cause de la crise de l'opiacé. Puisque je rappelle que l'an dernier, en 2017, il y a eu aux États-Unis 63 000 décès par overdose, essentiellement de dentalgiques à base d'opiacés de synthèse. C'est à base de molécules qu'il y a dans l'opium. En effet, il y a beaucoup de gens qui commencent à se traiter, commencent à se soigner parce qu'ils ont mal quelque part avec des opiacés, et puis qui continuent à utiliser des opiacés même quand ils ont plus mal quelque part parce qu'ils trouvent que c'est bien, et puis qui mélangent ça avec de la cocaïne, des extas, du whisky, avec tout ce qu'ils trouvent, et puis ça finit avec 63 000 morts par an. Or, comme les gens qui sont dans ce cas-là ne sont pas forcément des gens de 98 ans, ça a un impact réel sur l'espérance de vie, c'est que l'espérance de vie a commencé à baisser aux États-Unis. Bon, alors ça, c'est pas de risque de longévité quand l'espérance de vie baisse, mais c'est pour vous dire que la tendance à la hausse de l'espérance de vie est peut-être stoppée, en tout état de cause pour les États-Unis. Mais il y a un vrai sujet qui est que l'espérance de vie, on la mesure, en fait, parce que les gens meurent, à partir de l'état de mortalité qui sont calculés au moment où les gens meurent, parce que c'est comme ça qu'on fait les tables de survie, quand les gens meurent, alors que la population vivante, en toute probabilité, devrait avoir une espérance de vie supérieure à la population des gens qui sont morts, justement parce que la médecine et l'hygiène de vie en particulier continuent de progresser. C'est ça qui fait le risque de longévité pour les assureurs, c'est que vous évaluez le risque de décès à partir d'une population déjà morte, et vous ne savez pas comment la population vivante va continuer à vivre. Donc concrètement, vous tarifez vos anti-AGR sur la base des gens qui meurent aujourd'hui, alors que l'assureur, si aujourd'hui vous souscrivez une assurance vie, on ne sait pas comment vous serez traité en 20, 30, 40, 50 ans. Si ça se trouve, vous allez être immortel. Bon, hypothèse, c'est certes une vue de l'esprit, mais imaginez qu'on invente l'élixir de longue vie dans les 10 années à venir, vous voyez le problème pour les assureurs. Donc c'est ça, le problème de longévité. Le problème de longévité, c'est isolé dans la gestion du versement des anti-AGR, la dérive de l'espérance de vie par rapport au tas de mortalité qu'on possède. Donc, en gros, il faut qu'on soit capable d'avoir une variable aléatoire qui décrit exactement les évolutions possibles de l'étape de mortalité et l'impact que ça aura sur le bilan de l'assureur vie, pas le bilan chaque année, d'accord, mais la valeur actuelle des impacts futurs sur le bilan de l'assureur vie. Bon, je précise que en fait, la difficulté là-dedans, c'est qu'il faut en fait, en plus des scénarios sur la dérive d'étape de mortalité, il faut des scénarios sur l'évolution des taux d'intérêt. Ça me paraît exactement simple à mesurer quand on y réfléchit sérieusement. Mais ce qui veut simplement dire que pour chacun des modules qui sont là, il
faut être capable d'avoir des scénarios économiques, à la fois sur le risque en lui-même et sur l'environnement économique qui va permettre d'évaluer les impacts des risques naturels, en quelque sorte, sur la dérive de la mortalité. C'est les taux d'intérêt qui nous permettent de calculer la valeur actuelle de l'impact de la dérive de la mortalité sur vos comptes et sur vos exercices futurs. Et donc, quand vous faites la somme de tout ça, vous pouvez avoir une variable aléatoire qui vous résume quelle est la distribution de probabilité des gains et des pertes que vous pouvez avoir en fonction de l'évolution de la mortalité compte tenu de l'évolution de l'environnement économique que vous avez par ailleurs. Donc, vous voyez qu'on est assez loin de la perspective BAL, qui consiste à dire vous faites 1 milliard de produits nets bancaires sur les opérations de correspondance banking, ok, vous mettez 120 millions de fonds propres, voilà. C'est pas exactement le ratio appliqué à un flux, c'est quand même, il y a une modélisation derrière qui est un truc monstrueux. Et il faut faire ça pour, non seulement pour la mortalité, mais, enfin pour le risque de longévité, mais pour plein de choses. Donc je ne fais pas le détail, et vous imaginez en gros qu'on a identifié un certain nombre de risques. Par exemple, dans les risques d'actifs, il y a le risque de taux d'intérêt, le risque de perte de l'action, le risque lié à l'immobilier, le risque de spread, c'est quoi? C'est le risque de dérive des actifs qui ne sont pas de taux sans risque, le risque de lise, les risques de concentration, d'accord? Donc il faut complètement isoler les risques de concentration, par exemple, et donc être capable de mesurer l'impact des risques de concentration sur la valorisation de votre actif. Bon, tout va bien. Bon, donc de fait, il y a un côté cathédrale actuarielle là-dedans, qui est que vous devez avoir un modèle stochastique de votre activité, et en particulier de votre bilan, parce qu'il y a l'actif, vous devez avoir un modèle stochastique de votre activité, qui est un modèle stochastique d'une grande complexité. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule standard. C'est-à-dire que la formule standard, c'est la réglementation, la directive, et puis les textes de niveau 2, qui sont l'équivalent des décrets d'application de la directive, cadre exactement comment vous allez modéliser les risques de chacune des compagnies. Après, vous pouvez faire un modèle interne exactement comme on l'a fait. Bon, alors, ça c'est très bien, sauf que, en fait, ce qu'on voit, c'est que, comment dire, plutôt, compte tenu de ce qu'on s'est dit, il y a quand même quelque chose auquel il faut faire attention, c'est que, premièrement, en matière d'assurance, on n'a pas un superviseur unique. C'est-à-dire qu'on a certes un cadre réglementaire qui promet d'être extrêmement précis sur la description des risques d'assurance, mais d'abord il est là, et ensuite on voit quand même que le problème, ça va être, si on prend l'exemple des Gibraltariens, que vous avez beau avoir une cathédrale actuarielle qui est censée décrire exactement la manière dont vous pouvez perdre de l'argent parce que vous avez mal anticipé les risques, comme c'est très compliqué, il faut quand même que vous ayez un contrôleur d'assurance qui soit très fort et qui passe beaucoup de temps pour aller vérifier que votre modèle interne est bien fait. Et donc ça, ce sera pour la semaine prochaine, puisqu'il est l'heure. Je vous remercie donc de votre attention et je vous souhaite une bonne semaine.